Et salut à tous, c'est toujours Hugo, et oui, ça risque pas vraiment de changer, et on se retrouve pour le deuxième épisode de Symboli. Pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo sans avoir vu la première, le concept reste le même. Je vais essayer de vous expliquer le nom, l'origine, l'histoire, ou quelques anecdotes de symboles que l'on rencontre presque tous les jours. Pour celui de la dernière fois, je pense que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà sa signification, mais pas forcément son nom. Pour le symbole de cette semaine, je suis certain que tout le monde le connaît déjà bien mieux. Mais finalement, qu'en est-il réellement? Parce qu'il y a pas mal de choses assez surprenantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle communément l'arrobase. Elle est aussi... Oui, parce que déjà, il faut noter que les deux genres sont employés, mais les dictionnaires la présentent plus souvent au féminin. Enfin bref, elle est aussi appelée de différentes manières, que ça soit arrobase, arroba, a commercial, arrobe, arrobax, arroba avec deux R ou arrobasque. Et par anglicisme, mais pas que, on l'appelle également at. Mais personnellement, dès que j'entends des personnes l'appeler comme ça, je pense surtout à mon enfance et aux séquelles de toutes les heures passées à jouer à Pokémon. Ce symbole, encore peu connu il y a 20-30 ans, est aujourd'hui connu de tous avec l'explosion d'internet. Mais pourtant, grâce au linguiste Berthold Louis Ullmann et à son hypothèse d'origine, on semble le retrouver dans des écrits datant du Moyen-Âge, durant le 6e siècle. Enfin bref, pour ce qui est de son origine et donc de la fameuse théorie d'Ullmann, c'est tout simplement une ligature. Et pas besoin de répondre au petit Enzo cette fois-ci, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo et je vous invite donc à aller la voir pour comprendre et me faire quelques vues en plus. Que putain, c'est dur quand même, hein. Bon, bien sûr, je déconne. En gros, cette ligature, c'est donc une fusion entre la lettre A et D qui formait alors le mot latin ad, qui signifiait à, vers, ou encore chez. Et donc pour les personnes super trop bilingues et vraiment trop fortes, en mode yeah mais attends, mais si je mate pas une série en VO, mais laisse tomber quoi, trop le bad mood quoi. Hello, English is better. Et du coup, ce genre de personne a sûrement dû comprendre pourquoi on le prononçait at en anglais. Ce logogramme s'écrit donc avec un A minuscule dont la queue est prolongée jusqu'à faire le tour de la lettre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, le symbole de cette semaine est quand même beaucoup plus simple à réaliser que celui de la dernière fois. Mais bon, avec certains... on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Cette ligature est l'une des théories parmi tant d'autres, comme celle qui explique que ça pourrait provenir du A accent grave qui était utilisé chez les marchands. Pour ce qui est de l'origine de son nom déjà, encore une fois, il y a pas mal d'hypothèses, comme celle qui explique que ça provient du cassillan arroba qui en fait, attention, est-ce que vous êtes prêts? Une unité de poids et de capacité. Ouais, vraiment. Bon là, bien évidemment, vous allez me dire que c'est pas très logique vu l'emploi actuel qu'on en a, et pourtant il y a beaucoup de sources qui se rattachent à cette théorie. En tout cas, le mot arroba, qui désignait donc une unité de poids, proviendrait lui de l'arabe aroub, signifiant le quart. Parce qu'en fait, cette unité de poids, elle représentait le quart d'une unité d'environ 50 kg. Beaucoup de personnes continuent à croire à cette hypothèse car comme je vous l'ai dit, il y a énormément de sources véridiques et vérifiables qui se rattachent à celle-ci. Une autre théorie qui me semble assez probable dans toutes celles que j'ai pu lire est celle provenant du terme typographique arromba. Le mot bas provenant de l'appellation bas de case dans la typographie. Pour ce qui est des écritures bicamérales, c'est-à-dire les écritures comprenant des lettres minuscules et des lettres capitales. On parlait donc des lettres bas de case pour les minuscules et vous l'aurez deviné, haut de casse pour les capitales. Du coup, avec toutes ces informations, on peut comprendre que cette théorie semble plutôt probable. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les origines de son nom et de sa forme, si on parlait un peu histoire. À la suite de ses premières apparitions, l'arrobase va réapparaître aux alentours du XIIe siècle, selon certaines sources. On le retrouvera notamment chez les marchands symbolisant une unité de poids ou de mesure, l'amphore. Et c'est d'ailleurs dans une lettre écrite par Francesco Lapi, marchand de vin florentin, qu'on aperçoit notre cher symbole. Bon, par contre, pour ce qui est du reste de la lettre, franchement, on se plaint des médecins qui écrivent mal, mais là je comprends pas plus honnêtement. C'est peut-être très beau et très bien écrit pour certains, mais je trouve que c'est quand même un sacré bordel à lire. Enfin bref, quelques siècles plus tard, il est employé dans les écritures commerciales, mais ça sera surtout aux États-Unis que son usage va vraiment se répandre durant le 18e et le 19e siècle, pour noter certains prix. Par exemple, 2 livres à 5 $, ça se notait comme ça à l'époque, et on le lisait donc 2 books at $5. Comme dit un peu plus tôt, l'usage est donc resté, puisque les Américains le lisent toujours at. Au final, on reproche le terme A commercial de par sa connotation beaucoup trop mercantile, alors qu'il a une utilisation presque uniquement sur internet aujourd'hui. Mais en réalité, il y a tellement d'anciens documents qui prouvent qu'une telle appellation est loin d'être stupide. Et donc c'est pour cet usage commercial que le symbole a fait son apparition sur les claviers de certains types de machines à écrire dès 1881. Bon, pour ce qui est des dates, ça varie quand même pas mal en fonction des sources, mais j'ai regardé une conférence hyper intéressante du professeur Mark Smith, et il explique en avoir trouvé une datant de cette époque, alors je vais
même basé là-dessus. Des dizaines d'années plus tard, ce signe avait quasiment perdu tout son sens, et c'est justement pour cette raison, cette absence de réelle signification, qu'en 1971, Ray Tomlinson, l'inventeur du courrier électronique, décide d'utiliser l'arrobase comme séparateur dans les adresses électroniques. Puisqu'en fait l'arrobase n'appartient à aucun alphabet, il peut pas faire partie d'un nom propre, et donc c'est ce qui va permettre de séparer le nom du fournisseur d'accès ou de l'hébergeur. Bon, et pour une petite anecdote qui m'a fait quand même pas mal sourire dans la conférence du professeur Smith, il raconte qu'en 2007, il me semble, c'était des parents d'un nouveau-né chinois qui souhaitaient le nommer arrobase, donc @sign en gros, car la sonorité, elle était proche de je l'aime en mandarin. Bon, bien évidemment, vous l'aurez deviné, ça a été refusé. Aujourd'hui, l'appellation arrobase varie énormément selon les pays. Ouais, c'est un peu comme la marque Miko, je sais pas si vous voyez le délire. Je dois avouer que certaines appellations sont vraiment hyper mignonnes, j'ai trouvé. Par exemple, on peut parler du finnois Miuku Mauku, qui signifie signe du miao, qui doit sûrement faire référence à la position du chat qui dort. Pour ce qui est du roumain, on parle de Quada de Maimotsa, qui signifie queue de singe. Et pour ce qui est du danois, on parle aussi de Snabel A à trompe. Et il y a encore pas mal d'autres appellations qui sont assez drôles. Et c'est peut-être con d'ailleurs, mais j'ai été surpris de voir que même en morse, l'arrobase existe finalement. Et pour finir, une autre chose que j'ai trouvé assez surprenante, c'est chez nos voisins les Espagnols. On s'en servirait même pour des terminaisons indifférenciées masculines ou féminines. Comme par exemple ici pour amigos ou amigas. Bon, après remarque, je trouve ça déjà bien moins ridicule que notre pseudo-écriture inclusive. Malheureusement, pour ce qui est de cette terminaison indifférenciée, j'ai essayé de chercher un peu plus sur internet, mais je tombais que sur des sites espagnols. Et bien évidemment, je n'en parle pas un mot, enfin juste ce qui m'est utile quand j'y vais l'été, donc c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Enfin bref, je vais m'arrêter ici pour ce qui est de l'arrobase. Il y a encore tellement de choses à dire, et du coup pour les plus curieux, je vous invite à aller regarder la conférence du professeur Smith que je vais mettre dans la description, parce qu'elle est vraiment hyper intéressante, mais elle dure un peu plus d'1 heure. En tout cas, merci encore pour tous vos retours sur la première vidéo, j'ai été vraiment surpris d'en avoir autant, et tous vos commentaires, c'était vraiment super gentil. Pour les critiques constructives, ça m'aide énormément, et je vais essayer de faire au mieux. Si vous avez des idées de symboles, encore une fois, n'hésitez pas, vous pouvez en laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, à la prochaine.